Je me souviens que toutes les portes des maisons restaient grandes ouvertes. On entrait chez les uns et les autres sans que personne ne s'offusque. Notre porte à nous ne faisait pas exception. Elle couinait sans répit pour le vendeur de poules, l'agent payeur, l'épicière d'à côté, le médecin, l'infirmière, sœur Marie-Madeleine pour l'aide aux devoirs, la conseillère en économie sociale, les voisines, les enfants et le vent d'autant. Tout était ouvert et rien à craindre des cambrioleurs, puisqu'ils étaient les heureux propriétaires. Non, je n'ai jamais vu cette porte fermée à clé. Et puis une porte fermée à clé, c'était la honte, l'aveu de quelque chose à cacher. Un jour pourtant, à l'occasion d'un bon point obtenu en classe, que je m'empressais d'annoncer à ma mère, qui l'annonça à mon père, qui l'annonça à tous ses copains du quartier, je me fis promettre à l'oreille par mon géniteur une pièce de 1 franc. Mais je devais patienter un peu, car ce jour-là, il devait partir en visite chez des voisins. Mon père me chargea de garder la maison et de surveiller mes frères. Bon, si quelqu'un vient, tu dis... tu dis qu'on est chez tonton Slimane. C'était la première fois que j'avais en charge de garder le moulin et je piaffais d'impatience à l'idée de cette solitude inespérée. Une fois qu'ils furent partis et au bout de quelques instants, débarqua Cheikh El Mouloud. Alors lui, c'était un grand chauve qui venait de la campagne vendre au porte-à-porte sa viande halal. Mes petits frères, terrorisés, accoururent vers moi. « Hé, il y a Cheikh El Mouloud! Il y a Cheikh El Mouloud! Il vient à la maison !» Ce Cheikh-là nous terrorisait avec son air de Nosferatu. Il donnait l'impression d'un visage recousu, mais avec 4 têtes différentes. Monsieur Dora! Monsieur Dora! C'est Gisèle qui arrive, en pleurant. La gendarmerie vient d'appeler Monsieur Dora. Bernice. Il s'est écrasé dans un champ à Célardin. Il est... Putain. Encore un. Le 3e ce mois-ci. Dora prend une grande respiration. Il n'a pas le temps de pleurer. Il faut d'abord qu'il pense à remplacer son pilote. Il faut que le courrier passe. Vivien, on a qui pour le vol retour? Personne, monsieur. Il y a bien les 2 qui étaient en congé, mais le temps qu'ils reviennent. Non. Le temps, on ne l'a pas. Dora a pris sa décision. Il l'avait prise il y a 6 mois, déjà. Mermoz, tu prends le courrier de 9 h, va t'habiller. Ne discute pas et file. Une demi-heure plus tard, un vieux biplan s'envole vers l'Espagne. Celui qui est le pilote a les mains pleines de cambouis, comme un mécano. Non, comme un ex-mécano. Au bord de la piste, Dora et Vivien regardent s'éloigner l'avion vers les Pyrénées. Patron, vous êtes sûr de ce que vous faites? Oui, Vivien, je suis sûr. Je n'ai même jamais été aussi sûr de moi. Et pour une fois, le petit homme sourit. Comment dit-on déjà? Ah oui, il sourit aux anges. Dans son atelier, quand il réparait des chaussures, il plantait un clou et il posait le marteau. Et il montait là-haut, sur la colline derrière la ville. Là, il scrutait l'horizon, il attendait et il redescendait. Il plantait un clou, il posait le marteau, il remontait sur la colline, il regardait l'horizon, il redescendait. Il plantait un clou. C'est bizarre, hein? Pourtant, ce cordonnier, je vous jure qu'il n'a pas toujours été comme ça. Quand il est venu pour la première fois en ville, qu'il était tout jeune, qu'il s'est installé, alors c'est vrai que le matin, avant le lever du soleil, il montait une fois sur la colline. Il attendait que le soleil, je ne sais pas si vous avez assisté, le moment où on voit la première lueur, le moment où le soleil ouvre sa première paupière. Et là, de suite qu'il voyait la lueur, le jeune cordonnier il ouvrait les bras. Et il priait le soleil.
Il lui demandait au soleil de lui amener une femme jolie, généreuse, qui lui donnerait de beaux enfants. Il avait envie de fonder une famille là, dans cette bonne ville de Samarcande. Ce jour-là, il est en train de prier le soleil, lorsqu'il s'aperçoit que devant le soleil, il y a une tache noire. Et la tache grossit, s'approche de lui. Au bout d'un moment, il s'aperçoit que cette tache a des ailes. Tout ce qui est sorti alors de sa gorge, c'est un cri. Un cri comme un aboiement de chien. Non, non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pas très gentil. Je dirais même, c'est pas chrétien de se moquer des gens comme ça. La truffe, ça la truffe. Bah non, 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 enfin, écoutez, ça suffit. Oh, la pauvre Maria, c'est pas de sa faute. Oh, c'est pas de sa faute, si elle aboie comme ça. D'ailleurs, j'ai entendu dire, il y en a qui disent que c'est une malédiction. Malédiction, malédiction. Moi, je trouve qu'elle joue très bien la comédie. Comédie, écoutez, je crois pas, hein. J'étais là comme vous, je l'ai vu se rouler par terre, et que je te retrousse mes jupes, et que je me monte mes cuisses, et devant monsieur le curé et tout ça. Non, non, à mon avis, elle contrôle plus rien, la pauvre Maria. Je pense qu'elle est possédée. Possédée. Oui, Possédée. Mais j'en sais rien, moi. C'est pour ça que je suis allée chez le médecin. Vous savez, ils savent toujours tout et donnent des explications scientifiques. Eh bien, le médecin, il m'a dit qu'il s'agit d'une maladie. Alors, il m'a parlé d'une maladie historique, hystérique. Bon. Historique ou hystérique, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que le mariage de la sœur de Maria avec le fils du notaire, C'est compromis? non seulement c'est compromis, mais c'est foutu, oui. Il n'y a plus de mariage, c'est officiel. Le notaire a annoncé à la famille, il n'y a plus de mariage, fini. Moi, je peux vous comprendre, hein, parce qu'avoir une aboyeuse dans la famille, mais c'est là. Oh, je suis d'accord avec vous. Oh, Ça, là, c'est vraiment une oh, bah oui. Comment faire? bon, non mais ça là, Non, mais c'est pas possible. Ah, écoutez, monsieur, dame, j'ai un blême. Ah, j'ai même un gros blême. Tenez, dimanche dernier, j'étais de sortie avec mon carrosse. Il roule encore sa bosse. Hein. C'est une vieille traction avant. Comme dans les films noir et blanc. Une Citroën toute noire. Des garde-boue comme des loirs. Des feux comme des yeux. Et le volant pétulant. Comme le galurin de D'Artagnan. Une traction avant. Ma plus belle héritière, la voiture de mon grand-père. Tous les dimanches, je lui secoue les hanches. Roule ma poule, enfume le bitume, en avant sur le ruban. Tadidadiam, tam tatim, tam tatim, tam tam. On dit bonjour aux vaches, aux prairies, aux moutons, aux champs de blé, aux blancs, aux canaris, aux fleurs de pissenlit. On salue tous les passants à qui la vieille rappelle les ans. On dit bonjour, 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 bonjour. Et à la fin de l'office, je lui rends justice. Je lui offre un double pastis en station précipice. Je fais le plein. Je remballe le calibre, referme le goupillon et je m'approche de la danseuse pour payer la douloureuse. J'entre dans la station, je dis bonjour. Mais non, non, voilà, ce jour-là, il y a un blême. Ce jour-là, personne ne répond. Dans la famille Trémoulet, on était charcutier de père en fils depuis je ne sais pas combien de générations. Du reste, la charcuterie Trémoulet, on le voyait dans le village, parce qu'elle était... Il y avait de la mosaïque, la devanture était en mosaïque, vous savez, ça commençait à se faire dans ces années-là, hein. On est dans les années 50, un peu, charcuterie Trémoulet, il y a marqué dessus. Hein. Ah oui, c'était... Tout est bon dans le cochon, tout est frais chez Trémoulet. Ça, c'était le slogan vendeur, il était peint sur la vitrine en bas, là. C'était agréable d'aller à la charcuterie Trémoulet parce qu'il y avait toujours une couillonnade, quoi. Hein. Alors, l'humour commerçant, vous savez, hein? Ouais. Une dame rentrait, elle disait « Bonjour, monsieur Trémoulet, vous avez des pieds de cochon ?» Et il répondait « Non, alors, non, mais allez !» « Et non, madame, j'ai des pieds comme tout le monde. »
Non, mais vous n'allez pas me dire que vous la connaissez pas. Ou alors, une dame, vous voyez, qui venait d'acheter son repas pour le soir. Et voilà, en balançant le truc sur la balance, là, pour que ça pèse le plus, et hop, le reprendre aussi. Ça a le temps de remonter, vous savez. Hop là. Et voilà, madame fera l'andouille au dîner ce soir. L'humour commerçant. Dites, madame, je vous les emballe les boudins, ou c'est pour consommer sur place? C'est ça. Ah oui, c'était un peu ça. Et dites, madame, je vous la décoine un peu la côtelette, là, parce qu'elle est un peu grasse, peut-être. Oh oui, si vous pouvez le faire, oui, ça me rendra bien service. Vous êtes bien gentil, monsieur Trémoulet. Oh, mais c'est rien, pensez, je suis homme de l'art. Hein? Je les vois dans celle-là. Hein? Et là, elle te donnait le lait tiède. Et on repartait avec ma soeur avec ce bidon serré contre nous, ce trésor inestimable. Et ce trésor blotti contre nous, on devait comme ça jouer à saute-caillou pour pas mettre le pied dans la boue avant de rentrer à la maison. Généralement, c'est le ruisseau qui gagnait. Et ce lait-là, il fallait pas le boire. Mais pas direct. Il fallait le faire bouillir. Ça te parle, ça, oui. Hein, tu le faisais bouillir le soir, elle n'a pas touché. Non, pas touché. Tu le laisses. Toute la nuit dans la cuisine posée sur le gaz, tu le laisses, mon vieux. Tu attends et le lendemain, miracle, tu viens par-dessus le lait, il y a ça. Ça de crème. Tu la vois là, la crème, et là, le pain, la tranche de pain, la tranchasse. Mon vieux. Au bout de la fourchette, sur le feu au bois, là, tu sais, tu connais la méthode, tu brûles la main et pas le pain, là, tu vois, là, tu chauffes d'un petit peu, tu la tostes comme ça, ta tartine, et par-dessus, une couche de miel de montagne, une couche de crème de lait. Hein? Ouais, mais n'empêche que ça, tu vois, tu passes ta vie, quoi. Ta vie à courir après tout, après l'argent, l'amour, la gloire, quoi. Et arriver à 50 balais. Tu te rends compte que tu as tenu le Graal dans tes petites mains d'enfant. Sous la forme d'une tartine de crème. Mon fils, quand je te dis parfois que j'aimerais être mort, ne te fâche pas. Un jour, tu comprendras l'insolence des miroirs qui me poussent parfois à le dire. Mon fils, un jour tu découvriras peut-être que malgré mes erreurs, je n'ai toujours voulu que le meilleur pour toi et que j'ai simplement tenté de te préparer la route. Mon fils, allez, aide-moi à avancer. Aide-moi à finir mes jours avec tendresse et compréhension. Mon fils, regarde. Je n'ai aujourd'hui que mon sourire et l'immense amour que j'ai toujours eu pour toi. Mon fils, je t'aime.